Donc, voilà. Alors là, bon, on a déjà vu cette image de 4 fois. Oui, là, excusez-moi, je ne vais parler que... Bon, on va voir. Ce qui fait que... On a ici, donc... Mais c'est pas tout à fait en face, là. C'est vrai que ça devrait être là, voilà. Cette image est un peu bizarre, elle n'est pas du tout au bon endroit. Donc, on sait que tout ça, on doit avoir des engins spatiaux qui vont au-dessus de l'atmosphère. Ici, donc, on a... voilà, l'image devrait être là. Voilà, la lumière visible. Ici, on a le proche infrarouge. Ici, donc, il y a la fenêtre en infrarouge. Ici, bon, là, on ne peut pas. L'atmosphère, on peut pas. Et puis ici, il y a de nouveau une grande fenêtre qui est la fenêtre des ondes radio, submillimétriques, etc. Voilà. Donc, et là, on utilise donc des appareils à terre qui sont des radiotélescopes. Alors là, je vais essentiellement parler donc des télescopes optiques et des radiotélescopes. Alors là, c'est une image que j'aime bien, mais qui sert beaucoup. Vous savez que, voilà, bon, pour c'est un moyen, c'est un dessin qui a été fait pour la détection, les méthodes de détection possibles et utilisables, et qui ont été utilisées des exoplanètes. Bon, alors c'est simplement un exemple de montrer comment pour un seul objet, pour un seul programme, si on peut dire, enfin, un seul but astronomique, on peut avoir des méthodes différentes et des instruments différents. Et là, ça donne vraiment une grande... et c'est simplement pour les exoplanètes. Donc il y a encore pour d'autres objets, d'autres recherches, etc., il y a encore d'autres méthodes d'observation et de détection. Donc c'est intéressant de se rendre compte à quel point les astronomes font preuve d'imagination quand il s'agit d'inventer des méthodes de détection. Voilà. Alors ici c'est la même chose, c'est le même truc, mais celui-là était le truc original, donc il est moins mais l'avantage de celui-là, c'est qu'on a rajouté variation d'éclat de l'étoile. Enfin, bon, cette image, donc l'arbre de Perryman, est très astucieuse parce qu'elle est faite de façon hiérarchique et les méthodes sont classées, sont classifiées, et donc par méthode, par hiérarchie, chacune, là tu as toutes les différentes façons voilà, les méthodes différentes, indirectes, etc., mélangées, voilà, toutes les différentes méthodes de transit, etc. Donc c'est une série hiérarchique, on appelle ça l'arbre de Perryman, et donc c'est pour simplement un exemple, dans le cours actuel, pour montrer combien il peut y avoir de méthodes différentes, simplement pour un seul but astronomique. Vous voyez, donc une seule... Voilà, alors bon, on avait déjà vu aussi, donc on sait l'importance des télescopes, des instruments en astronomie, on ne peut pas s'en passer. On sait, donc sauf, alors maintenant on sait que les sondes ont permis donc d'aller sur les objets les plus proches et vraiment, bon, mais on sait aussi que pour les étoiles, il n'en est pour l'instant absolument pas question, et tout ce qui est plus loin que le système solaire, ben voilà, on est obligé d'avoir des télescopes, et il faut des télescopes le plus grand possible pour recueillir le plus d'informations possibles. Voilà, alors ça c'est les télescopes qui existent. Alors ici, donc il y a les télescopes dans l'hémisphère nord, ici les grands télescopes dans l'hémisphère sud. Alors on sait que, évidemment, dans l'hémisphère nord, il y a plus de télescopes, enfin bon, il y a plus de terre, que la civilisation est plus ancienne dans l'hémisphère nord. Par contre, dans l'hémisphère sud, il faut absolument avoir des télescopes, parce que, je l'ai déjà dit, bon, il y a en particulier les nuages de Magellan, dans des galaxies satellites de la nôtre, et le centre de la galaxie, qui ne sont visibles que de l'hémisphère sud. Le ciel de l'hémisphère sud sont absolument magnifiques. Voilà. Donc ce qui fait que c'est absolument indispensable d'avoir des télescopes dans l'hémisphère sud. Mais enfin, on découvre de temps en temps des étoiles qui sont assez brillantes, qui n'ont jamais été observées, qui sont très intéressantes, etc. Tellement il y en a. Hein. Voilà. Bon, alors voilà l'image ici. Alors ça c'est une autre image qui a plus de choses. Alors dans cette image il y a à la fois les images, les télescopes qui sont prévus, les télescopes qui sont qui ont été annulés, et les télescopes qui sont en marche. Hein. Alors on indique ici
la date à laquelle ils ont été mis en service, ou on prévoit qu'ils seront mis en service. Alors ici on a mis le télescope d'Arecibo ici, là, voilà. Ici, donc il y a un court de tennis à la même échelle, et ici un terrain de basket à la même échelle. Alors c'est vraiment très intéressant. On voit ici donc différentes choses, et on voit les télescopes sont dessinés, enfin les miroirs de télescopes sont dessinés, et on voit qu'il y a toutes sortes de choses différentes. Alors, vous avez déjà en haut, si on part d'en haut, là, alors ça c'est pas les télescopes actuels, mais je ne sais pas qu'ils aient dit celui-là, c'est un télescope qui était grande à l'exposition 1900 à Paris. Alors le miroir est actuellement à l'Observatoire de Paris. Malheureusement, il n'a pas toujours été conservé comme il aurait fallu, mais enfin bon, voilà. Et c'était dans l'exposition, c'était un pavillon spécial dans la science, etc. Et c'était pour voir la Lune à 20 mètres. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les rues de Paris, en particulier à la Bastille. Il y avait à la Bastille surtout, et puis je crois qu'il devait y en avoir à la Concorde aussi. Il y avait des gens qui avaient des lunettes, des télescopes, et puis ils avaient la Lune pour 5 sous, un truc comme ça. Donc les jours on pouvait voir la Lune, les gens pouvaient regarder la Lune. Alors on a des tas de photos anciennes qui montrent, en particulier celui de la Bastille, qu'il y avait une assez grande lunette, et les gens donnaient quelques monnaies pour pouvoir regarder la Lune. Maintenant avec la lumière, ça sera un peu plus difficile, mais enfin ça c'était typiquement 1900. Voilà. Donc ils avaient fait dans l'exposition de 1900 un télescope du même genre, et c'était la Lune à 5 mètres, ou à 20 mètres, c'était ça, la Lune à 20 mètres, quelque chose comme ça. Malheureusement, ça n'a pas marché, il fallait payer en plus de l'exposition. La personne qui a fait ça a été complètement ruinée avec cette histoire-là, parce que ça n'a pas si bien marché qu'il aurait fallu. Donc, parce qu'il y avait, il fallait d'abord qu'il y ait la Lune, il fallait c'était un engin absolument gigantesque, et un miroir de 2 mètres, en 1900, c'était une prouesse. C'était une prouesse. Alors quand ça a été fini, quand l'exposition a été finie, ça a été démonté, et puis ça a été oublié. C'est ça il faut le regarder. J'ai eu une amie qui a travaillé là-dessus, il faut regarder les vieilles illustrations, les vieux journaux de l'époque. Mais alors c'est pour ça que je suis partie loin. Je trouve que c'est super intéressant qu'il ait été mis, que le télescope ait été mis là, parce que c'était un très grand télescope pour l'époque. Enfin, ça n'existait pas, un télescope de 2 mètres de diamètre, ça n'existait tout simplement pas. Quand j'ai commencé l'astronomie, j'ai commencé bon, il y avait le 5 mètres de Palomar, mais j'ai commencé en 93 de l'OHP, donc celui qui longtemps après n'est pas la première planète, exoplanète, et c'était considéré comme des très grands télescopes. Voilà, enfin, au moins, des grands télescopes. Voilà. Donc, alors on voit après, il y a l'Univercast, là, quand même, en 1893. Il y a le Mont Palomar, alors ça, c'est quand même à 5 mètres, c'est formidable, c'était vraiment extraordinaire. Alors ici, il y a le grand télescope de Zelenchuk, donc 6 mètres. Alors, ce qui est intéressant avec ce télescope, c'est que donc il est dans les montagnes, dans le Caucase. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il a été construit en 1975, il y avait déjà des ordinateurs. Donc on a pu abandonner la monture équatoriale. La monture équatoriale, c'est la monture qui fait qu'il y a juste un mouvement de rotation qui compense la rotation de la Terre. Bon, et à partir du moment où il y a des ordinateurs, on peut faire des mouvements combinés. Ce qu'on ne pouvait pas faire, on peut le faire sans ordinateur, mais c'est beaucoup plus compliqué. La monture azimutale, c'est vraiment le moyen le plus simple de compenser la rotation de la Terre. Bon, alors là, on a donc c'est le premier grand télescope avec une monture azimutale, ce qui évidemment du point de vue mécanique est beaucoup plus simple, mais il faut combiner les deux mouvements de rotation, ce qui est possible avec un ordinateur, et c'est un 6 mètres. Alors, c'est probablement le dernier. Il est avec un miroir épais comme Palomar, etc. Et c'est probablement, je crois que ça doit être le dernier télescope qui a un miroir épais, et visiblement on ne peut pas faire plus grand. Les miroirs classiques, parce que je veux dire, quand tu commençais l'astronomie, on espérait que l'industrie du verre, de la céramique, etc., enfin c'est des céramiques, ferait des progrès, et qu'on pourrait faire des grands... mais vraiment c'est très très difficile. Pour Zelenchuk, ils ont dû changer 4 fois le miroir. Enfin, le premier s'est cassé, le deuxième, enfin c'était très difficile. Des moments, il y en avait un, on est obligé de cacher les bords, et puis maintenant ils en ont un autre, mais on a vraiment l'impression que c'est 6 mètres. 6 mètres, c'est vraiment la taille
maximale avec les miroirs anciens, hein, les miroirs épais. Alors après, on a pris donc, on a trouvé des méthodes avec des miroirs beaucoup plus minces, et puis il y a également, donc comme celui-là, dont on va en parler, et puis il y a également les miroirs composés. Alors, donc celui-là, ce miroir très épais, très mince, donc ça c'est 8 mètres, hein, on va en parler longuement. Bon, 8 mètres 50, 8 mètres, bon, les miroirs sont minces, et puis ça peut être, on compense les déformations avec la chaleur, avec le mouvement, etc. Voilà, on compense, on s'arrange pour compenser les déformations du miroir. Hein. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a des miroirs, des télescopes, donc qui sont des miroirs qui sont composites, avec donc des hexagones. Voilà. Alors la prochaine fois, on parlera donc je parlerai de ça. Voilà, ça c'est prévu. Donc il y a le télescope de 30 mètres et le télescope de 39 mètres, le European Extremely Large Telescope. Alors à l'origine, on avait prévu l'Overwhelming Hall. Vous savez, Hall, ça veut dire le hibou en anglais. Overwhelming Large Telescope, donc c'était Hall, OWL, télescope, et on avait prévu un diamètre de 100 mètres. Voilà. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment très très difficile avec le vent, etc. Et puis l'idée était aussi de détecter des choses sur les exoplanètes en partie de la vie. Et on s'est rendu compte que même avec un télescope de 100 mètres, ça marche. Dans l'état actuel de la technique, hein, je ne veux pas m'avancer pour ce qui se passera dans quelques années, ça ne marchera pas. Donc il y avait un très très beau projet qui a été annulé. Et puis finalement, il a rétréci, et puis finalement, on en est arrivé là. Voilà. Bon, ça, ça va être le sujet du prochain cours. Voilà. Enfin, cette image est intéressante. Hein. On voit vraiment comment les choses ont évolué. Hein. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai commencé l'astronomie, bon, évidemment, ça fait longtemps, mais ce qui était considéré comme des grands télescopes, maintenant, c'est considéré comme des tout petits télescopes, comme si ça avait rétréci, quoi. Voilà. Non, mais c'est marrant, hein. Vraiment, voilà, tout est relatif. Hein. Voilà. Alors, voilà, donc je vais parler ici essentiellement donc, du télescope du VLT. Donc, alors, d'abord l'ESO. Hein. L'ESO, donc, c'est l'observatoire. Alors, c'est un télescope de l'ESO, l'Observatoire européen austral, première organisation intergouvernementale pour l'astronomie en Europe. Bon, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, les astronomes ont très vite, probablement plus vite que d'autres sciences, fait des coopérations internationales. Et alors, il y a eu la carte du ciel en 1886, qui était une organisation internationale déjà. Hein, et ça s'est fait probablement avant d'autres sciences. Hein. Et puis par exemple, ce qui s'est passé aussi, on a fait un peu l'Europe avant l'Europe, dès le début des années 70, même avant la fin des années 60, on a fait un journal, on publie dans des journaux, malheureusement, bon, chaque pays d'Europe avait ses journaux particuliers. En plus, on avait le plaisir de publier dans sa propre langue, c'était plus sympa, mais malheureusement, du point de vue international, ça marche moins bien. Voilà, alors que les Américains avaient Astrophysical Journal, Astronomical Journal, etc. Donc, dès les années 60, les Français et Allemands se sont arrangés, c'est Sternberg qui a fait ça, c'était chouette de sa part, parce qu'il avait été... Bon, enfin, la vie de Sternberg est un peu compliquée, voilà, le pauvre. Et donc ils ont créé un journal européen, voilà, là-dedans. Et puis, alors les Anglais n'ont pas voulu. Ils ont dit non, nous on n'abandonne pas, parce qu'on a abandonné les annales d'astrophysique, des choses comme ça, qu'on avait en France, il y avait ça, tout un tas de petits journaux. Et les Anglais n'ont pas voulu abandonner les Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Voilà. Bon, comme ça, c'était les Anglais. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Bon, alors on a fondé en 1962 l'Observatoire européen austral, en particulier pour avoir des télescopes dans l'hémisphère sud et que donc les Européens puissent observer dans l'hémisphère sud, comme je vous expliquais, combien c'était important. Bon, alors on s'est demandé au début comment... Il y a eu des études, on s'est demandé si on allait mettre les télescopes en Afrique du Sud ou au Chili. Finalement, c'est le Chili qui a été choisi. Voilà. Et alors actuellement, donc, il y a de plus en plus de pays. Alors, je ne sais pas, le Pérou, le Brésil, j'ai pas compris, tantôt il est dedans, tantôt il n'est pas dedans. Ça, c'est très très curieux. Enfin, moi, j'ai pris ce qu'il y avait sur le site de l'ESO. Je croyais que le Brésil était dans l'ESO maintenant, mais je ne sais pas. J'ai cru comprendre que c'était pas si simple. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a 700 personnes hein,
Alors le site, la base est donc à Garching, voilà. Hein. Les centres scientifiques, techniques et administratifs de l'organisation sont à Garching, près de Munich, dans le banlieue de Munich. Et puis alors, il y a un centre à Santiago du Chili, il y a 3 sites exceptionnels, La Silla, Parnal, au Chili, et Canginator, voilà. Voilà. Alors ça, c'est donc en ce moment, c'est le gros projet de l'ISO. Voilà, on en parlera la prochaine fois. Voilà. Alors là, on va parler donc du VLTI. Et alors, Very Large Télescope Interférométre. Alors, un ensemble de 4 télescopes chacun. Le I, c'est que les 4 télescopes peuvent marcher en interféromètre. En fait, ils marchent la plupart du temps séparément. Ils sont secondés par un ensemble de télescopes auxiliaires d'un mètre 80. Alors, c'est maintenant considéré comme des petits télescopes. Voilà. Bon, donc c'est 8 mètres chaque télescope. Le télescope de l'ESO, voilà. Alors, ici, oui, ici, donc, on a donné des noms. Alors, il y a UT1, UT2, UT3, UT4. Alors, ça, c'est la date de la première, ce qu'on appelle la première lumière. C'est la première fois que les télescopes ont été utilisés. Hein. Et alors, on a donné des noms. Alors, ça veut dire, on a dû lancer un concours chez les enfants au Chili, etc. Parce que petites filles, c'est un dialecte, ou pas un dialecte, ou pas que une langue qui est parlée au Chili. Et voilà, ça veut dire lune, soleil, lune, Vénus, et puis l'autre, je ne sais plus, enfin une planète, voilà. Voilà, donc c'est des noms qui sont dans des langues. Puis alors maintenant, les Chiliens demandent qu'il y ait une partie, comme font les gens d'Hawaï, hein, qu'il y ait une partie du temps de télescope qui soit attribuée aux Chiliens. Alors en fait le truc, c'est de se débrouiller pour avoir un poste dans une université chilienne. À ce moment-là, vous êtes considéré comme chilien, et donc vous êtes sûr d'être associé à toutes les demandes de télescope. Voilà, et vous êtes sûr d'avoir une quantité d'articles. Voilà. Hein. Ah oui, ça c'est très fort. Et pourquoi ils fonctionnent séparément, les 4 télescopes? Pour héberger un maximum de programmes. Ça dépend ce qu'on a à faire. Ça dépend ce qu'on a à faire. Mais alors là, il y a une chose, j'ai regardé toute la liste des instruments qui sont affectés à chaque télescope, mais il y en a des dizaines. Il y en a énormément. Hein, il y a énormément d'instruments affectés à chaque télescope, des spectros, etc. Donc, je veux dire qu'avec un télescope de 8 mètres, il y a déjà de quoi faire. Vraiment beaucoup. Hein. Il y a 4 télescopes. Alors, 4 télescopes, c'est les infrastructures. Les infrastructures, ça marche pour chacun des télescopes, quoi, voilà. Il a fallu, en particulier quand ils l'ont installé, justement, il y avait des gens qui ont répété parce qu'ils disent oui, alors, il a fallu aplanir la montagne. Et puis il y a des gens qui vont dire mais c'est pas bien parce qu'il y a une espèce, je sais plus, une espèce d'écureuil, de cafard, je ne sais quoi, qui n'existait que là et que ça allait embêter. Voilà. C'est toujours un peu compliqué ces choses-là, mais enfin finalement ça a marché. Mais ils peuvent fonctionner en interféromètre donc. Ils peuvent, oui. Ils peuvent fonctionner en interféromètre, oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais je ne sais pas, là je ne veux pas vous dire de bêtises. Je pense qu'on peut aussi les faire fonctionner simplement 2 par 2 en interféromètre. Voilà. Et quand vous disiez tout à l'heure première lumière, est-ce que c'est la première fois que les astronomes professionnels peuvent l'utiliser ou bien c'est le premier essai? Le premier essai. Parce que je suppose qu'il y a plein d'essais de recettes, de vérification. Oui, absolument, mais on fait ça sur une étoile. D'accord. Hein, on voit, c'est le premier, mais c'est l'équipe, bien sûr, c'est l'équipe. Et de toute façon, quand on est ces télescopes, on sait très bien qu'on ne peut pas observer à plein temps, enfin pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où il faut quand même qu'ils soient vérifiés, etc. Oui. Voilà. Évidemment, le moins longtemps possible, mais il faut quand même qu'ils soient entretenus. Hein. D'accord, en fait, c'est la première étoile qui a été... C'est la première fois que le télescope a été braqué sur le ciel et qu'on a eu un résultat. Hein. C'est la première fois qu'on a vraiment un résultat scientifique. Alors disons, on prend une étoile intéressante. Hein, et voilà, donc, mais c'est fait, c'est pas dans les demandes, ou alors quelqu'un un astronome qui fait partie du staff. Bien sûr, les astronomes, les cibles ne sont pas choisies au hasard, on s'arrange pour prendre des étoiles ou des galaxies, des cibles intéressantes évidemment. Mais c'est pas dans une demande de temps de télescope habituelle, bien sûr. Vous en parlez après des demandes de temps télescope? Je peux en parler maintenant si vous voulez. Ça doit être terriblement compliqué. C'est compliqué, puis alors en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a. Alors voilà comment ça se passe pour les demandes de temps de télescope. Et ça, c'est un peu pareil pour. Je crois que c'est pareil pour Hubble. De toute façon, on nous prévient là tous les 6 mois. Il faut demander, alors janvier, voilà, les temps de télescope, par exemple, au VLT. Alors à ce moment-là, il y a un comité qui est créé.
Hein, c'est un peu toujours le même genre dedans, ça c'est un peu le problème, enfin bon, un comité qui est créé, un comité qui va choisir. Alors vous faites une demande, bon il y a des papiers à remplir, et vous expliquez en quoi votre programme est intéressant. Et de combien de nuits vous avez besoin, et de quel instrument vous avez besoin, c'est-à-dire de quel spectro, etc. Hein. Alors par ailleurs aussi, il ne faut pas donner trop de détails pour pas que... Secret. Vous savez, bon, parfois j'ai suffisamment d'idées. Hein. Voilà. Et puis alors, donc, généralement, quand il y a des gros télescopes, si on considère que le télescope est intéressant, on dit la pression est de 5 ou 6 par exemple. Ça veut dire que si vous comptez la quantité de nuit qui est demandée en additionnant toutes les demandes, il y en a 5 ou 6 fois plus que ce qui est disponible. Hein. Alors évidemment, on voit que c'est extrêmement important que les télescopes soient des bons endroits. Alors, moi, autrefois, j'avais fait la prospection de site pour le 3,60 m. Ils avaient mis justement des stations un peu partout. Et puis, alors, quand ils ont arrêté les stations, les gens, alors il y en avait beaucoup en France, Font-Romeu. On voulait le 3,60 m, à l'origine, ça devait être un télescope français. Puis finalement, on s'est mis avec les Canadiens, et puis finalement, quand on l'a mis à Hawaï, on a rajouté les Hawaï dedans, c'est toujours, disons, du temps. Justement, à l'université d'Hawaï, il y a du temps dans tous les télescopes. Même les Canadiens, une fois, j'ai fait une même demande. Quand j'étais à Hawaï, c'était sur la première planète extrasolaire. Il y a un Canadien qui a fait la même demande que nous, mais il a plus de nuit que nous, parce qu'il était Canadien et qu'il y avait moins de demandes que de Français. Et le temps disponible, en plus, est au prorata de l'argent payé par les différents pays. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Donc on a intérêt effectivement à subventionner pour avoir un temps oui, absolument. Absolument. Et là, je vous dis, alors bon, les gens au Chili, alors pour Hawaï, les gens de l'université d'Hawaï, ils ont 10% de tous les télescopes. Enfin, c'est quand même... Voilà, puis je vous dis, moi quand j'étais, le Canadien a eu plus de nuit que nous parce qu'il y avait moins de demandes canadiennes que de demandes françaises et qui payent autant que nous. Donc il a pu en avoir davantage. Alors évidemment, tout ça s'est fait un peu... Puis alors quelquefois il se passe, moi ça m'est arrivé une fois à l'OHP, ça j'étais... il y avait une comète, moi j'étudiais justement les planètes extrasolaires, là c'était tout au début, on devait en connaître 6 peut-être à l'époque, et il y avait une comète. Alors, malheureusement elle était magnifique cette comète, une comète est arrivée au milieu de tout ça, donc moi envoyé un Belge dans mon télescope, et alors lui il avait le début de nuit, mais alors c'était au mois de mars, donc les nuits rétrécissaient, c'était au moment de l'équinoxe, alors les nuits rétrécissent très vite, et lui il avait jusqu'à 1 heure après le crépuscule astronomique. Ce qui fait que lui il avait toujours le même temps, à l'aise, et puis moi j'en avais de moins en moins chaque nuit parce que ça serait... Voilà, parce que la nuit rétrécissait, mais lui il avait toujours le même temps, voilà. Alors, bon, puis en plus il était odieux, enfin ça c'est notre paire de manches, voilà, ça s'est pas bien passé. Voilà, donc, mais je ne peux rien dire parce que j'avais pas osé protester trop, parce que puis après ça j'aurais plus de nuit, enfin bon, ça, on sait jamais très bien comment s'y prendre, quoi, voilà. Mais ça veut dire que quand il y a un événement, alors ça peut être un événement prévu, par exemple, quand il y a eu, vous vous souvenez, il y a des années, il y a eu on savait qu'il y avait une comète qui devait rentrer qui devait tomber sur Jupiter. Ben là, on avait prévenu, donc ça avait été calculé à l'avance, et on avait prévenu tout le monde, ne demandez pas de tant de télescopes à ce moment-là, de toute façon vous l'aurez pas. Tous les télescopes du monde étaient pour voir ça. Ça, on savait ça. Là, c'était prévu. Oui, mais la comète, quelquefois les comètes sont prévues, puis quelquefois, vous savez, quelquefois elles sont plus importantes que ce qu'on pensait, puis quelquefois, moi j'ai déjà vu des comètes qu'on avait annoncées formidables, puis on va dire, voilà, puis d'autres qu'on n'avait pas forcément annoncées formidables et qui étaient vraiment très très bien, quoi. Il y a encore des tas de choses à apprendre sur les comètes. Il y a aussi des événements imprévus, comme les supernovas, des choses comme ça, ou quand il y a une alerte qui a... Alors ça, je ne sais pas. Les supernovas, moi je connais quelqu'un, quand il y a eu SN 1987, je connais quelqu'un qui était justement coup de bol au Chili à ce moment-là, il est passé directrice de recherche après. Ça c'est... Ah oui, la chance, ça compte. Voilà. Alors quand il fait mauvais, c'est bien embêtant parce que vous ne pouvez rien faire. Alors est-ce qu'on a une priorité dans l'année suivante quand il y a une pression de 5 ou 6, c'est un peu difficile. Voilà. Alors donc, donc le comité, avec toutes les contraintes qu'il a, puis il faut les réserver des semaines. Il faut réserver des semaines justement pour l'entretien du télescope, le maintien du télescope.
Et puis alors il y a en plus autre chose, c'est qu'il y a des cas où, par exemple, il y a eu c'était peut-être au CFH, je crois, oui, je crois que c'est au CFH, je ne vais pas dire de bêtises. Bon, il y a un instrument qui a été fait pour les vitesses radiales, tout à fait meilleur que n'importe quoi, etc. Bon. Et il a c'était pour détecter des planètes extrasolaires. Hein. Mais après ça, moi les Suisses m'avaient dit de toute façon on ne peut pas faire mieux parce qu'après, on pourrait théoriquement faire mieux, mais compte tenu ce qu'on détectera ne sera pas forcément les variations de vitesse radiale, mais ça peut être des variations sur l'étoile elle-même. Donc, mais là, les gens qui l'avaient fait, ils avaient priorité. Les gens, ils ont du temps discrétionnaire. Les gens qui font un instrument ont du temps discrétionnaire sur l'instrument. Et là, je crois même que celui-là, il n'y avait que les Suisses qui avaient le droit d'utiliser. Je crois même, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a dit qu'on n'avait même pas le droit, les autres n'avaient même pas le droit d'étudier les planètes. Enfin, je ne sais pas, voilà. Donc c'est un peu. Il y a des chasses gardées quand même. Hein. Il y a des chasses gardées. Alors, bon, mais je vous dis, alors les gens qui font un télescope, pas un télescope, qui travaillent sur un instrument, un spectro, quelque chose comme ça, eh bien eux, ils ont du temps discrétionnaire. Ils savent qu'ils auront des nuits après. Ou ils utilisent leur guide, enfin voilà. Donc ça compte, c'est aussi une contrainte dans l'attribution des temps de télescope. Mais ça, c'est pareil. Alors vous pouvez, on peut aussi faire la demande dans des télescopes étrangers, mais à ce moment-là, il faut payer. Puis c'est pas évident qu'on n'a pas le coefficient de sympathie. Je ne sais pas si peut-être, bon, il faut vraiment que ça soit un très très bon programme. Ça arrive quand même, mais bon, ça fait quand même très cher, donc voilà, en ensemble, il faut mieux se débrouiller avec ses propres. Voilà. Alors voilà donc la colline aplatie, là. Excuse-moi, ça c'est le l'interféromètre. Oui, c'est ça, c'est les 4. Voilà, les quatre grands télescopes. Alors, on s'arrange pour que ça soit le truc qui est fait, s'arrange pour qu'il y ait. C'est bien calculé pour que. Ce qui est très important maintenant, c'est la turbulence de l'atmosphère. Vous savez, bon, ça c'est pris avec un truc à grand angle. Donc, on s'est bien arrangé pour que alors, le problème, c'est quand on observe, ça, moi je pense que ça, je le sais quoi. Il faut, entre la nuit et le jour, ben, la nuit, il fait beaucoup plus froid, donc il y a des mouvements il y a des mouvements d'air entre le télescope qui a été chauffé pendant la journée. Hein, donc il faut l'ouvrir à l'avance et puis si possible, et puis le plus possible, ça éviter les mouvements d'air. Alors je veux dire que, bon, moi quand je travaillais à l'OHP, on ouvrait à l'avance et puis voilà. Puis quelquefois il fallait mettre les ventilateurs, quelquefois pas, enfin bon. Mais là c'est parfaitement, c'est beaucoup plus calculé ce genre de coupole pour justement éviter les déplacements de masse d'air à l'intérieur de la coupole. Alors celui-là, là on va en parler tout à l'heure là, des poules avec son tir laser. Voilà. Bon alors ça, excusez-moi, je l'ai remis. Alors oui, alors le plus petit détail qui puisse être distingué avec le VFT correspond à la taille d'un grain de sésame, une graine de sésame sur la navette spatiale internationale vue depuis la Terre. Vous mettez un grain de sésame sur la voilà. Bon, alors voilà le miroir primaire. Bon, alors le miroir mince actuateur, voilà, donc on peut le déformer. La forme du miroir est hyperbolique et de type Ritchey-Chrétien. Bon, alors ici on a, justement je vais travailler un peu là-dessus, le 4e télescope chez Poon, donc du Very Large Telescope, a été, c'est ce que je vais vous montrer sur cette image-là, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, il a été muni un télescope totalement adaptatif. Alors après une décennie de planification, de construction et de tests, nos dispositifs d'optique adaptative, donc voilà, AOF, a capturé sa première lumière grâce à l'instrument MUSE, offrant des images incroyablement résolues, etc. Alors, voilà, donc c'est un système, là j'ai pris la phrase dans les communications de l'ESO, le couplage de l'AOF et du MUSE forme un système parmi les plus avancés, etc., pour les besoins de l'astronomie au sol. Alors évidemment, et eux, toujours on dit, mais ce qu'on obtient, c'est aussi bien que ce qu'obtient Hubble.
Alors voilà, il y a donc de nombreux éléments qui travaillent. Alors c'est évidemment extrêmement compliqué. Puis, il faut bien comprendre que généralement quand on fait créer des instruments d'astronomie, ce sont des instruments qui n'existent qu'en un seul exemplaire. Hein. Parce qu'après, on fera un autre instrument, mais qui sera plus avancé, adapté à autre chose, etc. Hein. Et chaque fois, évidemment, il faut que l'instrument soit meilleur que le précédent. Alors, il y a un ensemble de 4 étoiles guides laser et miroir secondaire. Donc vous avez le miroir primaire, le miroir secondaire, qui est quand même déjà très grand. Je n'ai pas noté la taille des miroirs secondaires. Pardon? Non, j'étais en train de lire tout le monde, excusez-moi. Pardon, c'est combien la taille des miroirs secondaires? Non, c'est pas 1 mètre... 2 mètres, un truc comme ça, non, 2 mètres 4. Je ne vais pas dire de bêtises, hein. Je sais plus, voilà, j'aurais dû le noter. Bon, alors, ils envoient 4 faisceaux laser. Alors voilà les images. Voilà. Voilà, alors, effectue un pointage vers le ciel lors des premières observations, voilà. Et alors ici, donc, ça excite, alors des vaisseaux laser de 22 watts, ça excite les atomes de sodium présents dans l'autre atmosphère, et ça fait donc des étoiles artificielles dans le ciel, et il y a des capteurs ici qui utilisent ces étoiles guides pour étudier les conditions atmosphériques au moment de l'observation et étudier les turbulences de l'atmosphère. Et chaque millième de seconde, on calcule, le système calcule la distorsion à appliquer au miroir secondaire déformable du télescope pour compenser les perturbations atmosphériques locales. Alors c'est quand même très beau. Alors voilà, l'optique adaptative, voilà. Alors, MUSE, alors on en parle, le spectrographe intégral de champ, un instrument puissant qui génère des cubes de données de l'objet ciblé. Chaque pixel de l'image correspond à un spectre de lumière en provenance de l'objet. Alors, donc l'instrument acquiert à chaque instant des milliers d'images de l'objet, des longueurs d'onde toutes différentes, ce qui constitue une mine d'informations. Mais vous voyez aussi que pour chaque pixel donc, correspond à un spectre, et vous voyez aussi la quantité de données et la taille des ordinateurs qu'il faut avoir pour enregistrer toutes ces données et puis les traiter. Hein. Mais évidemment, ce sont donc des instruments extrêmement puissants, enfin je veux dire puissants, efficaces, vous voyez, pour observer les objets. Hein. Voilà, alors voilà donc encore une image. Hein, là, les quatre tirs laser, voilà. Voilà. Alors voilà 2 images de la même nébuleuse planétaire, voilà, sans et avec. Je ne vois pas la différence. Si quand même, oh là là. C'est vrai que au centre, très centre, oui. Oui, quand même. Oui. Quand même, là. Avec c'est la faute de l'écran, mais c'est la faute de l'écran qui n'est pas bien, c'est évident. Daniel, quand les lasers sont allumés, oui. C'est difficile à voir le ciel, n'est-ce pas? Donc, on coupe le laser quand on fait le cliché de... je ne sais pas parce que je ne sais bon, non, probablement pas parce que les lasers doivent détecter au fur et à mesure. Oui, il faut pas. Non, alors justement, le laser la lumière ne diffuse pas celle d'un laser. C'est parfaitement rectiligne un rayon laser. Oui. C'est justement la spécificité de rayon laser. Mais quand même, il y a des quatre lignes. Ben non, mais devant l'objectif. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas les éteindre. Je ne crois pas, je ne vois pas très bien comment ça se fait. Il n'y a pas de alors moi j'avais à un moment, problème avec j'avais travaillé avec, parce que les lasers ça s'utilise dans beaucoup de cas, moi j'avais travaillé justement à l'OHP, il y avait un laser qui étudiait l'atmosphère, et ça, bon, je crois qu'on disait ça, moi c'était pas du tout ma spécialité, évidemment. Et alors à un moment, ils voulaient le mettre en biais, et à ce moment-là, ils disaient, parce que les autres ont dit, attendez, vous allez bousiller nos observations, enfin bon, on préviendra, il y aura un système automatique qui fait que les autres télescopes seront prévenus. C'est déjà ça. Voilà. Et le laser, ça sert beaucoup, moi je l'ai vu, ça sert, je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais au CERGA, et il y a plusieurs observateurs qui font ça, vous savez, il y a des réflecteurs qui ont été posés sur la Lune, certains ont été posés par des astronautes, et d'autres ont été posés par des sondes soviétiques, peut-être des sondes américaines aussi, je ne sais plus. Et les lasers, alors il faut que les calculs pour que le laser
arrive exactement sur le miroir, sur le réflecteur, ça a été très compliqué. Hein. Ça a été très compliqué. Et alors là, c'est pour détecter la distance de la Lune avec une précision absolument extraordinaire. Mais alors ça fait drôle parce que quand on voit ce genre de choses, qu'on voit le laser qui arrive sur la Lune, ça fait très bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de toucher la Lune avec la main. Vous êtes sur Terre et vous voyez la lumière part et arrive sur la Lune directement comme si on lançait. Hein. C'est très très curieux. Hein. Mais là bon, écoutez, moi, en fait, je vais être honnête, j'ai jamais travaillé avec ce genre de choses, mais je vois pas si on l'éteint, étant donné que ça doit être corrigé en permanence, ce serait pas possible. En plus, il faut en plus que les lasers pointent une région qui est proche de l'endroit que vous étudiez, parce que pour que ça soit les mêmes caractéristiques de l'atmosphère. Hein. Voilà, alors voilà des exemples. Voilà un exemple observé, donc voilà une nébuleuse planétaire. On voit quand même des détails tout à fait extraordinaires. Là, évidemment, eux ils disent on obtient des choses qui sont quelquefois meilleures que Hubble, enfin voilà. Voilà une très très belle galaxie. Alors voilà, grande galaxie spirale, image obtenue avec l'instrument FORCE et le télescope en tout. Alors ça, c'est un autre. Voilà. Alors, voilà donc l'instrument. Hein, avec lesquels c'est pour donner un exemple, je vous dis la liste des instruments elle est longue comme ça et elle est affectée à chacun des télescopes, etc. Mais c'est pas des petites choses. Hein. Voilà, alors ben, j'ai pas mis ce que c'est, attendez. Je voulais mettre. Ah, c'est la grande nébuleuse d'Orion, ça. C'est la grande nébuleuse d'Orion, alors vraiment refaite. Ouais, j'étais... Bon, ça va, je m'en souviens. Je voulais le marquer, puis j'ai oublié. Voilà. Alors voilà le grand... Un truc... donc un grand champ, un télescope à grand champ, un imageur à grand champ, dans la bande K. Hein. La bande K, c'est le prochain range. JK, oui. J'ai jamais observé là-dedans, mais j'ai travaillé sur les données, donc voilà. Alors voilà, donc imageur à grand champ. Alors il peut fonctionner, oui c'est ça, il peut fonctionner, pour pas que je dise des bêtises, donc 6 filtres à bande large, Y, J, H, K, et 4 filtres à bande étroite, donc bracket gamma, CH4, H2, etc. Donc ça, vous voyez, c'est une range. Oui. Voilà, la nébuleuse de la Lune à haute définition. C'est extraordinaire, quand même, c'est magnifique. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que, bon, ces images-là, évidemment, elles servent évidemment à travailler dessus, évidemment, et forcément, mais en plus, il y a quand même énormément d'observations qui ne sont pas du tout spectaculaires comme ça, mais à partir desquelles on ressort des informations tout à fait formidables. C'est magnifique. Voilà, la nébuleuse de la Lune, elle était visible dans la nébuleuse, excusez-moi, c'est une erreur, dans la constellation du Sagittaire. Alors, les processus énergétiques de formation d'étoiles créent non seulement des couleurs différentes, mais une ambiance de chaos. Voilà. Alors, prise cette fois, donc c'est avec une autre caméra, avec Megacam, caméra à grand champ Megacam. Ça, c'est des images de ce que vous avez, ce que vous obtenez dans les autres. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez voir des choses magnifiques comme ça, et là on voit donc évidemment, quand on veut faire une photo nébuleuse comme ça, il faut poser longtemps, mais du coup les étoiles sont surexposées, et du coup il y a des phénomènes de diffraction sur les fils des miroirs secondaires des télescopes, et donc il y a des phénomènes de croix, hein, qui sont... voilà. Et alors, une fois il y avait même un livre pour enfants, et alors c'était des vues d'artistes, voilà, et ils montraient une image, ils montraient une étoile double, et ils avaient fait les croix orientées différemment. C'est pour ça que les vues d'artistes, c'est forcément idiot. Je suis violemment contre les vues d'artistes. Alors, toujours est-il que, si vous voulez voir des très belles photos comme ça, vous regardez dans... vous savez, je pense que tout le monde connaît le site APOD, Astronomical Picture of the Day, et puis il y a bon, c'est plus ou moins dirigé par la NASA, et il y a un programme de recherche. Hein, et donc vous demandez le mot que vous voulez, alors là vous faites ESO, VLT, vous faites VLT, vous avez tout un tas d'images magnifiques, avec toutes les données, toutes les informations. Bon, quelquefois il y a des mots un peu redondants évidemment pour le taxpayer, mais justement là il parle du chaos, etc. Bon, ça c'est... Voilà, mais enfin quand même, bon, mais il y a quand même toutes les informations techniques et scientifiques qui sont nécessaires.
célèbre. Hein. Et on ne va pas raconter le détail de la croix des étoiles, là, de cette rencontre. Voilà, mais non, c'est quand même, elle est quand même magnifique, cette image. C'est extraordinaire. Ah. Voilà. Alors maintenant, donc, oui, alors donc là, c'était de nouveau les... Alors donc nous, on était là, voilà. Alors actuellement, donc les plus grands télescopes, il y a les est-ce qu'ils sont là? Voilà. Il y a le télescope des Canaries, qui va faire 10 mètres. Les télescopes, les Keck, qui sont à Hawaï et qui marchent aussi en interférométrie, hein, pas obligatoirement, mais aussi, donc, et qui font 10 mètres. Voilà. Oui, alors ce qui est très intéressant, là, pour en parler, c'est que justement, quand on a choisi de chercher, donc pour le 3,60 m, finalement, le CFHT, là, Canada, France Hawaii Télescope, qui est finalement donc à Hawaï, et on a cherché donc des sites, etc. Et le site d'Hawaï est un des très bons sites parce que donc Hawaï, c'est un volcan qui part du fond de l'Atlantique, du Pacifique, pardon. Et après, il y a tout un chapelet d'îles. Donc donc en fait, c'est la plus haute montagne du monde, parce que pour l'Everest, c'est 8000 mètres, mais 8000 mètres depuis le niveau de la mer, pas depuis le pied de la montagne. Alors, Hawaï, c'est à 4000 et quelque chose de mètres, hein, quelque chose comme ça. Et, mais le pied de la montagne, le pied du volcan, qui est encore 4000 mètres jusqu'au fond de la mer. Voilà, donc ce qui fait que ça fait des conditions au-dessus de la couche d'inversion de l'atmosphère, etc. Il y a des conditions météorologiques qui sont extrêmement intéressantes. Alors quand on a commencé, quand on a installé le Canada France, est-ce qu'il est là, le Canada France Hawaii Télescope? Est-ce qu'il est quelque part? Il n'est même pas là. Je suis en train de regarder quand est-ce qu'il a été installé. Ça doit être dans les années 70, au début des années 70. J'ai fait la prospection de site en 69. Attendez. Non, de toute façon, je peux voir ça tout à l'heure. Donc, il y avait à l'époque, donc sur le sommet d'Hawaï, il y avait très peu de télescopes. Et puis maintenant, on voit sur le sommet du Mauna Kea. Et puis maintenant, bon, il y en a énormément. Pour les taux parmi les plus grands du monde. Sachant que ceux-là sont prévus mais n'existent pas encore. Hein. Voilà. Et le plus grand, donc le télescope des Canaries et les Keck, c'est parmi les plus grands du monde. Et je crois que le Canari est le plus grand. Ça fait dans les 10 mètres. C'est un peu difficile de calculer puisque c'est pas des cercles. Ce qui est impressionnant, c'est Gaïa, au contraire, il est tout petit. Ah oui, mais c'est pas. Le but n'est pas le même aussi. Puis alors, ils n'ont pas mis là-dedans. Ah oui, c'est ça. Alors, ça c'est formidable, ça. Hein, ça, c'est les. Alors, ça, c'est. Donc, ça, Kepler, donc orbite solaire. Voilà, ça, c'était. Vous savez, Kepler était un engin spatial qui était. Mais maintenant, il marche plus. Voilà. Mais qui devait détecter des planètes extrasolaires à partir de transits, c'est-à-dire la planète passant devant l'étoile. Donc il y avait un système extrêmement précis de mesure de la lumière des étoiles, et puis on cherche après des... alors ils observaient, il y a 2 points du ciel qu'ils observaient très précisément, et après les résultats ont extrapolé à l'ensemble des galaxies pour savoir le nombre de planètes dans la galaxie. Et ils ont trouvé plus... donc doubler, les résultats de Kepler ont plus que doublé le nombre de planètes qu'on connaissait. Ah, ça a été fantastique. Alors, donc, on observe les planètes, les baisses de luminosité de l'étoile à intervalles réguliers, on cherche à le détecter, et après il faut vérifier avec d'autres méthodes que c'est bien une planète dont il s'agit. Donc on reprend avec les vitesses radiales, etc. Donc c'est énormément de travail, mais les résultats sont complètement extraordinaires. Voilà, ce qui est moins extraordinaire, c'est les images qu'ils mettent avec, des planètes violettes, bon, ça c'est autre chose. Non, mais toujours c'est pareil, ça m'énerve, c'est pas la peine de publier des choses comme ça, étant donné que les résultats sont déjà complètement fabuleux, donc c'est pas la peine de... Voilà, alors donc là, il y a le Hubble, c'est magnifique, c'est tout à fait extraordinaire ce qui passe. Alors au début, vous savez, là, justement, quand Hubble a été lancé, tout le monde s'attendait, c'était formidable et tout ça, et puis quand il a été lancé, les images étaient floues. Ouais. Alors en fait, la mise au point, il devait faire la mise au point sur un truc, et il y avait la peinture était écaillée, et la mise au point avait été faite à cet endroit-là.
Donc il s'en faisait d'une petite différence avec la mise au point qui aurait dû être faite. Donc il y avait un miroir très bon, mais qui n'était pas celui qu'il fallait, quoi. Voilà, il était parfait si vraiment la mise au point avait été. Alors au début, Hubble avait été fait avec l'idée que donc un télescope qui serait mis en route, perfectionné et puis entretenu avec des personnes venant avec la navette spatiale. Le problème, c'est que la navette spatiale, bon, malheureusement, tout le monde sait qu'elle n'a pas été aussi fiable. Disons qu'elle est dangereuse. Elle a dû être lancée, combien de lancements? Un peu plus d'une centaine de lancements, quelque chose comme ça. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises à ce sujet-là, mais enfin, il y a quand même 2 fois, ça a explosé. Alors c'est quand même... donc on s'est rendu compte que c'était pas possible, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi compliqué que la navette spatiale avec un coefficient de sécurité qui soit suffisant. On s'est rendu compte de ça, quoi. Ah non, mais c'est terrifiant. Chaque fois que la navette spatiale a explosé, moi je me souviens comment je l'ai appris. Hein. Je me souviens comment je l'ai appris. À chaque fois, ah oui, c'est terrifiant comme histoire. Voilà. Donc. Mais Hubble a été dépanné par. Ah oui, mais justement, mais alors Hubble a été dépanné par la navette spatiale, en particulier au début, quand il a fallu donc remettre, et puis il y avait la première réparation. Alors en plus, là, à ce moment-là, la NASA parce qu'il y a aussi les Français là-dedans, l'ESA, European Space Agency, hein, avec Hubble, qui a aussi du temps de télescope dans Hubble. Les Français observent avec Hubble. Hein. Et alors donc, il y avait, moi j'avais été chercher ça parce que pour le cours, il donnait des bandes vidéo absolument fabuleuses. Absolument fabuleuses. La bande vidéo qu'il donnait avant le lancement de Hubble, il y avait des idioties. Donc bon, j'ai trouvé. Enfin bon, voilà. Je n'étais pas d'accord, mais enfin bon. Justement, sur les planètes extrasolaires, il y avait des vues d'artistes, oh mon Dieu. Et largement avant qu'on découvre la première planète extrasolaire. Hein. Mais après, ils montraient simplement, c'était jour après jour, et ils montraient la bande qu'ils ont donnée pour la réparation, c'était simplement filmer les gens jour après jour, tout ce qu'il y a fait dans les réparations. Mais c'était absolument magnifique, merveilleux, fantastique du point de vue. C'était 10 000 fois plus passionnant que n'importe quelle vue d'artiste. Enfin, c'était fabuleux comme truc. Et oui, j'ai même une amie qui était prof d'anglais dans les classes de prépa scientifique et qui avait été le prendre aussi pour. Voilà. Et alors, donc, ils ont réparé, ils avaient au début donc, calculé. Alors, je sais, il y a eu des congrès, hein, je peux dire qu'il y en a eu des congrès pour savoir comment parer l'erreur du miroir, et alors on a ajouté des systèmes, etc. Enfin, bon, il y avait des réparations à faire, des trucs qui s'étaient pas. Je crois qu'il y avait un problème dans certains trucs qui ne s'étaient pas déployés comme il fallait, enfin des choses comme ça. Voilà, j'ai un peu oublié. Alors il y a eu un certain nombre de réparations comme ça, du moins d'entretien, et puis il y a un moment on a dit non, c'est trop dangereux, on arrête. Et puis on voulait même arrêter le télescope, et les astronomes ont dit ben non, on en a vraiment besoin. Et tant que, alors il y a un gyroscope aussi qui ne marche plus, mais enfin bon, et tant que. Enfin, ça fait presque 30 ans quand même. Hein. Et tant qu'on n'aura pas James Webb, l'année pour 1918, c'est un peu plus tard quand même. Bon, tant qu'on n'a pas James Webb, on a besoin de Hubble. Donc on a maintenu Hubble, mais évidemment ça coûte cher. Donc à chaque fois, les présidents disent on va arrêter, mais on en a besoin. Quoi, voilà. On a besoin, mais on sait que si tombe en panne, on n'envoie pas la navette pour réparer. Ça, c'est sûr que non. D'autant que l'orbite est assez haute par rapport à la station internationale. Oui, mais enfin, je veux dire que ça avait été, théoriquement, c'était ça à l'origine. L'origine, c'était ça, c'était le télescope, et puis la navette, c'était vraiment le truc formidable, et elle va réparer Hubble. Voilà. Alors là, c'est sûr que Hubble, bon, je ne vais pas parler de ça, mais enfin, on aurait pu en parler, pas tout dire, il y a trop de choses. Voilà, c'est un sujet trop vaste. Voilà. Donc Hubble, oui, c'est complètement, c'est vraiment extraordinaire. Bien, ce qui est très bien, c'est qu'ils avaient prévu, bon, les planètes extrasolaires, ils n'ont pas découvert, si, ils l'ont découvert, mais pas. Qu'ils avaient prévu en particulier, un des trucs était de détecter dans le centre d'une galaxie qui est dans la main de la Vierge, de détecter des céphéides. Et ça, ils l'ont fait presque tout de suite. Et c'est quand même, Céphéide est une galaxie qui est quand même assez loin. Justement, c'était très important d'avoir de nouveau un jalon assez loin. C'était très important d'avoir des céphéides dans le sang. Et ça, ils l'ont eu presque tout de suite. Tout de suite, ça a été magnifique. Vraiment.
Par contre, pour James Webb, c'est pas possible à le réparer parce que c'est la Grange 2. Je pense que c'est derrière la Lune, de l'autre côté. Donc c'est très loin. C'est hors de la possibilité de réparation. Oui, mais alors ce que je trouve très étonnant, c'est qu'il y a énormément de télescopes qui sont à d'instruments qui sont à L2, vous savez. Alors, en fait, ils font des petites trajectoires autour de L2. Hein. Et L2 doit être un peu overcrowded maintenant. Ils vont le lancer cette année à James Webb. Je pense que c'est un petit peu. C'est pas 2020, non? Non, je ne sais pas. Là, le marque. Oui, alors c'est 2018, mais je pense que c'est un peu plus tard. C'est toujours un petit peu plus tard. Hein. Mais je pense que ça va être un petit peu plus tard, voilà. Bon, alors, donc voilà, maintenant je vais revoir. Alors maintenant on va voir un grand télescope aussi de l'ESO, pardon. Hein, bon, voilà, maintenant on va aller là, voilà. Je me suis concentré donc sur ces deux choses, on va faire plein d'informations également sur les autres, on va plus donc les méthodes que nous on utilise, voilà. Donc le ALMA, Atacama Large Milliméteur Submilitaire Aéré, très grand radiotélescope, situé sur les contreforts des Andes chiliennes. Hein. Alors, donc 66 antennes de précision. Alors, il est à. Voilà, donc il a 66 antennes, un réseau de 12 mètres principal, 50 antennes de 12 mètres de diamètre, etc. Ça marche par interférométrie, mais les antennes peuvent être organisées dans des configurations différentes et les distances entre les antennes, ça peut varier de 150 mètres à 16 km. Alors, je ne sais pas, en fait, bon, moi je suis désolée, je ne fais pas de radioastronomie, donc je ne sais pas vraiment quel temps il faut pour changer la configuration. Hein. Alors en plus, on en parlait là, c'est 5000 mètres, hein, de haute altitude. Hein. Donc je crois que, je ne sais pas si les gens vont aller observer. Parce que déjà, au CFHT, à Hawaï, je crois que les gens n'y vont plus, maintenant ça se fait vraiment à distance, c'est bien dommage. Mais moi, quand j'avais observé à Hawaï, donc ça fait déjà un certain temps, ça déjà, oui, voilà, ça, à l'époque, on avait un visite médicale spéciale. Hein, ça se faisait à l'observatoire, comment il s'appelle voilà, un hôpital à Bobigny, à Vicenne. À l'hôpital à Vicenne, et puis j'avais vu une fois dans le monde, après dans le monde des sciences, des années après, ils donnaient les résultats de 20 ans d'observation. Parce qu'après on demandait, ils envoyaient un mot en demandant comment ça s'est passé, etc. Comment on avait été adapté à l'altitude. Voilà, et ils disaient ce qui est très. Alors, parce que, en fait, au début, on avait dit c'est dangereux, ça va être dangereux, c'est trop, etc. Bon. Et puis, on avait dit il faut examiner ça, mais on s'était dit oui, mais si on empêche un Français de venir et que les Canadiens ne demandent pas les mêmes exigences de santé, c'est embêtant, etc. Bon. Et puis finalement, il y a un Français qui est mort. Alors voilà, alors je ne sais pas exactement s'il était en haut quand il est mort ou s'il était les dormitoires, enfin les salles, l'endroit où il y a les salles à manger, puis les chambres, c'est plus bas. Hein, on ne dort pas là-haut, on ne dort pas si haut. Enfin, je vous dis maintenant, de toute façon, tout ça, ça a été informatisé. Je crois que le CFHT, je crois qu'il y a des observateurs, ils vont. Mais les autres, ils y vont. Là, j'ai un collègue qui travaille, et lui, il travaille au Subaru. Il travaille des Japonais et il observe au Subaru. Bon, donc c'est dangereux. Alors, je ne sais pas combien de temps, 5000 mètres, les gens vont rester. Je crois que ça va être le moins longtemps possible. Parce que ça peut vraiment être très très dangereux. Alors, c'est quoi les risques à 5000 mètres? C'est comme là, on peut avoir comment ça s'appelle, l'œdème du poumon, des choses comme ça. Puis alors justement, alors il y a des gens qui sont plus ou moins bien. Alors les examens qu'on fait moi j'ai eu quand j'étais à Vicenne, je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Hein. Alors on est sur un vélo et puis peu à peu on diminue l'oxygène. On a plein de trucs, des capteurs, et puis on respire avec et on diminue peu à peu l'oxygène. Et il faut que je crois qu'il faut que le sang s'épaississe assez vite, enfin au fur et à mesure que l'oxygène diminue. Hein. Et alors dans l'article, et on le fait donc une fois comme ça, puis après avec pédaler. Alors les néodatères, j'espère qu'il n'y aura pas l'effet Goscinny. Alors là, visiblement ils n'ont pas oublié. C'est Goscinny qui est mort dans un examen comme ça du Ah oui.
Ah oui, non, c'est horrible. Hein. Il avait un problème cardiaque, on a dit on va faire un examen, on l'a mis sur un vélo, et il a dit j'ai une douleur dans la poitrine et j'ai mal dans le bras, et il m'a dit, pas dit encore 15 secondes. Et il n'a pas renouvelé les 15 secondes. Et il n'y avait rien pour le récupérer à ce moment-là. Et puis c'est un type célèbre, donc les médecins ont dû avoir quelques ennuis quand même, c'est un type très célèbre. Et alors après, je sais que maintenant, ça a changé les lois, on est obligé, quand on a ce genre d'examen, en plus l'examen il n'a pas fait par hasard, c'est qu'il savait qu'il y avait un problème, les médecins savaient qu'il y avait un problème cardiaque. Mais une fois que le type dit j'ai mal à la poitrine et j'ai mal dans le bras, oui, c'est un peu casse-gueule, c'était très casse-gueule. Mais alors voilà, donc, enfin bon, ça c'était moins dangereux quand... mais au sommet du Monaco, enfin dans le télescope là au CFH, il y a un grand machin d'oxygène. La question d'oxygène, oui, absolument. Et puis le premier, moi quand j'y avais été, maintenant je sais pas si c'est comme ça, on m'avait dit, bon, les personnes avec qui je travaillais m'avaient dit, il faut y aller une journée à l'avance pour s'habituer, etc. Bon. Et puis le premier jour, la personne avec qui j'étais, l'astronome avec qui j'étais, tu sais, t'as Jacques Violette, il m'a dit, je ne me sens pas très bien, on va redescendre, mais on n'observait pas ce jour-là. On était venus pour voir si tout allait bien, et puis aussi pour s'habituer. Et puis on est redescendu. Alors il y a une fille qui m'a dit qu'elle descendait, elle travaillait la nuit et qu'elle descendait se baigner dans la journée, 4500 mètres plus bas. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est idiot. Voilà ce que j'en pense. Non mais c'est vrai, c'est vraiment... En plus on a besoin de dormir quand même. C'est autre chose. Voilà, donc... mais c'est vrai que les conditions sont complètement... alors là, ils ont pris un truc très haut et très sec. Donc voilà, le réseau ALMA vu du ciel. Alors les conditions sont tout à fait extraordinaires. Hein, parce que justement, il y a des phénomènes, ils ont des phénomènes, j'ai pas pris les photos là parce que voilà, on sortait un peu du problème, mais il y a des espèces d'excroissance de glace des fois, et ils ne savent pas vraiment à quoi c'est dû, et ils pensent que ça passe directement de la glace à la vapeur sans passer par l'état liquide, une histoire comme ça sublime. Enfin, il y a vraiment des conditions physiques tout à fait extraordinaires, très bonnes pour l'astronomie, mais pas forcément bonnes pour le... Voilà. Alors ici, on voit, donc vous voyez le... Circumpolaire. Circumpolaire, oui. Alors c'est le pôle sud, hein. C'est le pôle sud. Alors il n'y a pas d'étoile polaire. Donc on peut calculer, pas difficile, on peut calculer le temps de pause, mais il y a quand même beaucoup d'étoiles. Hein. Et on voit aussi que c'est la latitude, on peut calculer la latitude. Si vous connaissez la distance focale de l'appareil, vous pouvez calculer la latitude depuis l'horizon jusqu'au centre polaire. Voilà. Vous avez l'axe de la Terre. Pas grand-chose sur l'étoile polaire. Non, il n'y a pas d'étoile polaire dans le sud. Non, la croix du Sud est encore assez loin. Hein. Voilà. Alors, partenariat. Alors là, il y a plus que les eaux. Il y a les eaux, il y a les USA, le Japon, le Canada, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Et avec, en collaboration avec la République du Chili, donc, qui demande une part de temps de télescope parce qu'ils ne veulent pas qu'on colonise leur ciel, etc. Voilà. Alors, donc c'est géré par les eaux, etc. Bon, tout ça. Hein. Alors, donc 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le désert de San Pedro de Atacama. Donc c'est dans le nord du Chili, hein, tout ce qu'on fait de plus sec, de plus... Voilà. Alors, étude des rayonnements provenant des objets les plus froids de l'univers, puisque c'est des grandes longueurs d'onde, hein, millimétriques et submillimétriques, entre le rayonnement infrarouge et les ondes radio, hein, donc entre l'infrarouge et les radios. Voilà, on a l'ordinateur, voilà. L'ordinateur, l'information des antennes, 16 millions d'opérations par seconde. Voilà. Bon, alors, le rayonnement émane de gigantesques nuages froids intersidéraux avec des températures, donc c'est très froid, des toutes premières galaxies. Hein. Et donc on étudie le rayonnement pour étudier donc, les conditions chimiques et physiques régnant dans les nuages moléculaires, des régions denses de gaz et de poussière et d'étoiles d'est. Régions sont obscures et opaques à la lumière visible, mais transparentes dans la partie millimétrique et submillimétrique du spectre. Voilà. Et ce rayonnement est absorbé par la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère terrestre, et c'est pour ça qu'il faut être le plus haut. C'est une des raisons pour lesquelles il faut être le plus haut possible. Hein. Voilà, sur des sites élevés et secs, 5000 mètres d'altitude. Bon, alors, il est plus haut, donc de 750 mètres de plus qu'à Hawaï, hein, et 2400 mètres de plus que le VLT à Cerro Paranal. Hein. Voilà. Alors, la million d'ALMA, 10 fois plus précise que celle de Hubble, et complète les images réalisées avec l'interféromètre du Very Large Telescope. Voilà.
Alors voilà une étoile, un exemple d'image. Donc, alors ici c'est une image combinée, voilà. Ici donc Fomalhaut, située à 25 années-lumière, donc c'est une très brillante, hein, puisqu'elle a un nom, voilà. Entourée d'au moins une planète plusieurs disques de poussière interne, alors plus étonnant un disque. Alors ici, vous voyez bien qu'on a ici, on a mis le phénomène de comment ça s'appelle, de flûte. D'occultation. Quoi non? D'occultation. Non, oui, mais enfin bon, comment ça s'appelle là? C'est flûte, la partie qui est autour du soleil, cordographe. Voilà. Moi je pense qu'il y a un cordographe. Alors ça c'est une image, faite avec un télescope et ça c'est une image faite avec un autre. Voilà. Alors le disque, l'image de l'étoile par Hubble est du disque externe par Alma. Mais bon, la théorie est que le disque est la conséquence de violentes collisions. Alors on ne sait pas très bien, hein, parce que ce qu'il trouve très bizarre, c'est le fait que le bord soit si net. Hein, voilà. Alors il y a évidemment des théories. Pense des violentes collisions entre les comètes de glace et des planétésimaux composant des planètes. Mais visiblement, ça, il y a encore des tas de choses à comprendre dans ce système-là. Hein. Voilà. Alors voilà une triple étoile qui est, voilà. Alors, formation d'un système d'étoiles triples dans le nuage moléculaire de Persée. Et on a estimé, donc c'est très froid, puisqu'on l'observe en infrarouge, enfin plus loin que l'infrarouge, en millimétrie. Et donc c'est très froid. Donc, c'est la seule façon qu'on ait de pouvoir observer des essences d'étoiles quand elles rayonnent dans l'infrarouge, parce que plus les objets qui rayonnent sont froids, plus ils rayonnent dans les grandes longueurs d'onde, et plus ils sont chauds, plus ils rayonnent dans l'ultraviolet. Hein. Voilà. Et donc, ici, on pense que c'est un objet qui a moins de 150 000 ans. Donc, tout jeune, un bébé. Voilà. Et là, on pense que c'est donc un système dans lequel une étoile triple qui est en train de naître. Voilà, c'est Alma. Alors, il est absolument évident que les couleurs sont totalement fictives. Hein? Il n'y a pas de couleur, parce que c'est pas dans le visible. Donc là, on peut aussi bien le faire en vert, enfin là, on le met en rouge, en rouge et jaune, on met des couleurs chaudes, enfin c'est un peu... Voilà, enfin c'est des couleurs... Bon, pour nous, alors, il ne faut jamais perdre de vue que ce que les astronomes appellent, dans la vie courante on appelle des couleurs chaudes, pour les astronomes c'est froid, pour les physiciens c'est froid. Hein. Ce que les plombiers appellent chaud, et c'est l'inverse, hein. Pour nous le bleu est chaud et le rouge est froid. Alors évidemment c'est pas l'impression qu'on a, parce que pour nous le bleu, le vert c'est l'eau, hein, la glace, etc. c'est froid, et le feu et le soleil c'est jaune et rouge, c'est des couleurs chaudes, mais voilà. Voilà. Merci, vous êtes très bien. Vous avez les bons